Bonsoir à tous, nous sommes le 9 mars 2024. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22h dont voici les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a parrainé la finale de la Coupe de Djibouti à Ali Sabieh. Dans l'actualité également, les Djiboutiens se préparent à accueillir le mois béni du Ramadan. Et en nouvelles du monde concernant Gaza, 5 morts après le largage de colis d'aide humanitaire. Bonsoir à tous, c'était les titres. Place au développement. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a remis hier soir le trophée tant convoité de la Coupe de Djibouti au capitaine de l'équipe victorieuse, en l'occurrence Arta Solar. Cette première édition décentralisée de la Coupe de cette compétition a été couronnée de succès, symbolisant un tournant majeur dans le foot du pays. Lors de la cérémonie de remise des trophées, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a souligné l'importance de la décentralisation de la Coupe de Djibouti pour l'avenir du sport national. Cette initiative ouvre de nouvelles perspectives pour le football dans notre pays en encourageant la participation et l'engagement des communautés locales. Aujourd'hui, a-t-il indiqué, nous célébrons non seulement la victoire d'une équipe, mais aussi le triomphe de l'unité de la fierté nationale. Les festivités se sont poursuivies avec des discours et le jeu des représentants des équipes participantes en mettant en avant l'esprit de fair play, de compétition saine qui a animé tout au long le tournoi. Les supporters venus en masse pour soutenir les équipes qu'ils préfèrent ont exprimé leur joie et leur gratitude envers les organisateurs pour avoir offert un spectacle sportif de haut niveau. Cette soirée restera dans les mémoires comme un moment historique pour le foot djiboutien, marquant le début d'une nouvelle ère de développement, d'excellence pour le sport national. كدفر حتى نل أساكو علي سبح دوري. Et à l'issue de cette cérémonie de remise de trophées, nous avons recueilli les impressions du ministre du Commerce et ministre des Sports par intérim. Un très bon match, nous sommes très heureux. Les Asséjog et Binijog sont très heureux parce que c'est la première finale pour la première fois qui a été jouée dans une région de l'intérieur. Et Ali Sabieh était la ville qui a été choisie en premier. Nous sommes vraiment très heureux. Je félicite aussi l'ensemble de la population de la région d'Ali Sabieh qui sont venus massivement à assister, à regarder le match. L'équipe, je félicite également l'équipe Arta Solar qui a gagné la finale. Et je souhaite Ramadan Moubarak à l'ensemble de la population djiboutienne, notamment notre président, M. Ismaël Merguele, qui a érigé le football national, notamment le football de la région d'Ali Sabieh, qui est la ville du sport. Et nous avons également recueilli pour vous les impressions du Premier ministre. À la finale de la Coupe de Djibouti, et c'est la première fois que cette finale a été décentralisée. Et c'est la première fois que c'est la région d'Ali Sabieh qui a eu la prime d'organiser cette finale. Et c'est une très bonne chose et ça doit continuer. Là, je dois féliciter l'équipe AS Solar Arta qui n'a pas démérité et qui a remporté la finale par 3-0. Mais ce n'est qu'une étape. Il faut qu'il continue à progresser. Par contre, l'équipe du GR doivent aussi travailler encore plus fort pour être encore champion. L'équipe féminine qui a remporté aussi la coupe finale de FAD, une équipe qui n'a pas démérité, qui a mérité de gagner cette coupe. Et j'espère qu'ils vont continuer. La Fédération de football, le secrétaire d'État qui a organisé effectivement cette coupe ici aussi. Merci.
Et à l'avènement du mois béni du Ramadan, eh bien la RTD nous avons préparé pour vous ce reportage sur le mois béni du Ramadan, mais aussi les bienfaits du jeûne. Regardez. Voyage dans la purification de l'âme et le renouvellement de l'alliance avec Allah. Comme les autres musulmans, les Djiboutiens prennent l'initiative de créer une atmosphère favorable afin de profiter au maximum des particularités du mois sacré du Ramadan, telles que la prière, le jeûne et la lecture du Saint-Coran, ce qui contribue à renforcer la spiritualité, à se rapprocher d'Allah, le Tout-Puissant. Le président du Haut Comité du Fatwa, Cheikh Abdurrahim Mohamed Ali, dit Shamsuddin, a indiqué que le Ramadan est considéré comme le mois de la transformation spirituelle, psychologique et sociale d'un musulman, de sorte que les musulmans du monde entier l'attendent chaque année avec nostalgie et disponibilité. Conformément au commandement d'Allah, les musulmans s'abstiennent pendant le jour du Ramadan de manger, de boire, des péchés et des transgressions afin de plaire à leur Seigneur tout-puissant et d'atteindre le noble objectif de cet important pilier de l'islam, à savoir le taqwa. D'autre part, le mois du Ramadan est une occasion en or de lire le Saint-Coran, de comprendre ses significations et dispositions, ainsi que de rechercher des connaissances et de la jurisprudence ou fiqh, en particulier dans les règles du Ramadan, ce qui renforce la foi du musulman. À cet égard, le président Fatwa a appelé une nouvelle fois les citoyens, les étrangers résidant à Djibouti, de respecter et d'observer le caractère sacré de ce mois sacré en adhérant aux directives émises par les autorités compétentes. Le président du Haut Comité du Fatwa a appelé les citoyens, les étrangers résidant à Djibouti à respecter et à observer le caractère sacré de ce mois sacré en adhérant aux directives émises par les autorités compétentes. Cheikh Abdurrahim Mohamed Ali dit Shamsuddin a souligné la nécessité de rester à l'écart des violations ou des mauvais comportements pendant les mois sacrés du Ramadan, appelant à la fermeture des restaurants, des cafés pendant la journée du Ramadan. Outre ce que nous avons mentionné, le mois du Ramadan renforce la communication sociale et la cohésion familiale, car la famille et les amis se réunissent pour prendre ensemble le repas du suhour et de l'iftar, ainsi que les valeurs de solidarité et de charité, car les gens donnent davantage le zakat et l'aumône et cherchent à aider les pauvres et les nécessiteux. Dans l'actualité également, il y a cette cérémonie de fin de stage à Lamia sous le haut patronage du ministre de la Défense, Hassan Omar Bourhan. L'Académie militaire interarmée Lamia a tenu une cérémonie de fin de stage de formation des capitaines et des spécialistes. Après les salutations d'usage, le ministre de la Défense, Hassan Omar Bourhan, le général Zakaria Cheikh Ibrahim ont entrepris la revue de troupes composée des élèves officiers issus de la première année, de la deuxième année et de la troisième année. La délégation restreinte des officiers supérieurs de l'état-major général des armées fermait le dispositif. Il s'agit là d'une cérémonie de remise des diplômes pour les lauréats ayant suivi des formations des capitaines et de cycles spéciaux. Cette cérémonie a réuni sur place plusieurs autorités civiles et militaires, tant djiboutiennes qu'étrangères. À noter particulièrement la présence du SEMGA, le colonel de la gendarmerie nationale, du préfet de la ville, du président du conseil régional d'Arta. Rappelons que l'Académie militaire interarmée d'Arta est un projet national ambitieux né de la volonté politique du président de la République, chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh. Créée par décret présidentiel le 5 décembre 2007, l'Académie militaire interarmée d'Arta, Lamia, a été inaugurée officiellement le 28 janvier 2010 par le président de la République.
Cette académie est une institution militaire qui a pour vocation de former les officiers actifs des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale et des gardes-côtes. En entamant la série des interventions, le directeur de l'AMIA a rappelé que l'événement marque la clôture de 2 formations d'une importance capitale, cours de capitaine et cours de cycle spécial. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Excellences, Monsieur le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Monsieur le général chef d'état-major général des armées, Monsieur le préfet de la région d'Arta, Monsieur le président de la région d'Arta, honorables invités, aujourd'hui, nous sommes réunis pour marquer la clôture de 2 formations d'une importance capitale pour leurs forces armées. Cette cérémonie a pour but de rendre hommage aux lauréats du 2e stage de cours de capitaine ainsi qu'à la 5e promotion des officiers spécialistes. Le stage de cours de capitaine initié par arrêté présidentiel du 2 octobre 2022 illustre notre engagement stratégique à atteindre une autonomie de la formation de nos officiers au sein de nos institutions de défense et de sécurité. Entamé en 2023 avec 7 officiers stagiaires, dont 5 officiers de l'armée djiboutienne et 2 de la garde-côte. Ces stages visaient à transmettre à ces officiers les compétences tactiques et techniques nécessaires pour assumer le commandement d'une compagnie d'infanterie en toute confiance. Quant au 5e stage d'officiers spécialistes, débuté en septembre 2023, il s'est concentré sur le développement des compétences militaires de 8 stagiaires, dont 7 de l'armée djiboutienne et 1 de garde-côte. Cette formation des spécialistes avait pour but de former des leaders et des officiers à partir de stagiaires ayant déjà une spécialité ou une expérience professionnelle. J'ai saisi cette occasion pour rendre hommage à la vision et au leadership du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, sans lesquels la réalisation de ces stages n'aurait pas été possible. Conclusion, ces formations témoignent de notre volonté d'atteindre une autonomie réelle dans la formation de nos cadres. Il est donc de notre devoir à tous à l'AMIA de maintenir cet effort
de consolider cette indépendance et de contribuer à notre objectif stratégique commun. Je vous remercie de votre attention. Quant au ministre de la Défense, a dans son discours rappelé l'impérieuse nécessité de l'éthique militaire, l'intégrité du respect des droits de l'homme dans l'accomplissement des devoirs des militaires envers leur patrie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salat wa salam ala ashraf al-mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un emprunt d'une profonde satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de la clôture des stages de formation des cours de capitaines et des officiers et spécialistes à l'Académie militaire interarmée d'Arta. En ma qualité de ministre de la Défense, je ressens une immense fierté à l'égard de chacun et de chacune d'entre vous pour avoir fait preuve d'un engagement indéfectible envers votre formation militaire, illustrant ainsi une détermination remarquable à acquérir les compétences et les connaissances indispensables pour devenir des leaders expérimentés au sein de nos forces armées. Votre résilience, votre sagacité et votre dévotion incarnent des vertus essentielles pour servir notre nation avec honneur et loyauté. En effet, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires sans précédent, les menaces auxquelles notre nation et notre région sont confrontées exigent les leaders militaires compétents, résilients et bien formés. Vous qui avez suivi avec succès ces stages êtes les premiers remparts de notre défense nationale en ces temps incertains. Votre qualité de futur commandant d'unité, officier et spécialiste, vous porterez sur vos épaules la responsabilité cruciale de diriger des hommes et femmes pour défendre votre patrie et de protéger votre peuple. Vous êtes non seulement les défenseurs de notre territoire, mais aussi les architectes de la paix et de la stabilité. Votre rôle s'avère primordial dans la préservation de la paix, de la stabilité dans notre région. Récoutons le second volet de l'intervention du ministre de la Défense, toujours dans le cadre de cette cérémonie de fin de stage à Lamia. Qui vous attendent seront ardues et exigeantes. Vous serez appelés à faire preuve de leadership, de sang-froid dans des situations de crise, à prendre des décisions rapides, éclairées et à protéger nos concitoyens avec détermination et bravoure. Votre formation est justement essentielle pour vous permettre de relever ces défis avec succès. Je vous exhorte à vous appuyer sur les enseignements et les compétences acquises au cours de ces stages pour relever avec détermination les défis qui se présenteront à vous. Soyez conscients de l'importance de votre rôle et de l'impact que vous pouvez avoir sur la sécurité et le bien-être de notre nation.
Je saisis cette opportunité pour vous rappeler l'impérieuse nécessité de l'éthique militaire, de l'intégrité et du respect des droits de l'homme dans l'accomplissement de vos fonctions. En tant que représentant des forces armées djiboutiennes, vous êtes tenu d'agir avec dignité, professionnalisme et compassion envers ceux que vous servez et protégez. En cette journée de clôture, je vous adresse mes plus sincères félicitations pour vos accomplissements et vos succès. Puisse vous considérer cette cérémonie comme le prélude à une nouvelle phase de votre parcours militaire, caractérisé par un leadership exemplaire, un service altruiste et un dévouement indéfectible envers notre nation. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers les instructeurs et le personnel de l'Académie militaire interarmée pour leur engagement et leur dévouement envers l'excellence dans l'éducation et la formation de nos futures générations de militaires. Pour conclure, je vous encourage à poursuivre votre quête d'excellence. Et comme à l'accoutumée, les lauréats se sont vus attribuer les mérites des efforts et des déterminations tout au long des formations dispensées. Youssouf Issa Iye s'est classé deuxième avec une moyenne de 15,38. Le lieutenant Waberi Omar Ahmed s'est classé troisième de la promotion avec une moyenne de 15,21. Pour la promotion des cycles spéciaux, le sous-lieutenant Abdesalam Roble Waberi s'est classé premier avec une moyenne de 16,25. Le sous-lieutenant Abdelkader Abdullahi Younis s'est classé deuxième avec une moyenne de 15,98. Enfin, le sous-lieutenant Mohamed Adambou s'est classé troisième de la promotion avec une moyenne de 14,66. Les trois premiers des chèques lauréats sortaient du rang. Nous allons passer à la remise des diplômes aux lauréats des deux promotions. cérémonie s'est clôturée par un rafraîchissement et la traditionnelle photo de famille. Et cette fois, place à ce magazine Gafimoine, le groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Eh bien, la République de Djibouti est depuis le 18 février en évaluation mutuelle dans le cadre de ce programme. De quoi s'agit-il? La réponse dans ce commentaire. Membre depuis 2018 du Gafimoun, le groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, la République de Djibouti est depuis le 18 février en évaluation mutuelle dans le cadre de ce programme. De quoi s'agit-il?
Le groupe d'action financière GAFI est une organisation intergouvernementale créée en 1989 par le G7. Son objectif principal est de définir des normes internationales pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il élabore des recommandations qui constituent les normes internationales en matière de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, évalue la mise en œuvre des recommandations par les pays membres et fournit une assistance technique à ces derniers. L'organisation compte 40 membres, mais au total, ce sont plus de 200 pays et juridictions qui se sont engagés à mettre en œuvre les normes du GAFI dans le cadre d'une réponse mondiale coordonnée visant à prévenir le crime organisé, la corruption et le terrorisme. Après les attentats du 11 septembre 2001, notre pays a déjà pris des mesures avec la création d'un comité national de lutte contre le terrorisme. En mai 2011, un cadre juridique avec l'adoption de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves sera mis en place. En août 2023, le cadre institutionnel chargé de la lutte contre le terrorisme sera réorganisé. C'est donc tout naturellement que Djibouti appartient au groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de par les objectifs communs qu'ils ont toujours partagés. Avant de lancer le processus d'évaluation mutuelle, le pays sous évaluation conduit une auto-évaluation intitulée « Évaluation nationale de risque » afin de dresser un état des lieux de son système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Une phase qui a démontré le niveau exceptionnel d'engagement de Djibouti. Un engagement au sommet de l'État parce que les enjeux pour Djibouti sont cruciaux pour conserver sa réputation financière et rester attractif pour les investisseurs étrangers. C'est pourquoi le procureur général de la République, Djamar Suleiman, sera nommé par décret en août 2023 coordinateur national du processus d'évaluation mutuelle conduit par le groupe d'action financière de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Gafimoun, et la conseillère juridique du président de la République, Souad Hussein Farah, en tant que coordinatrice nationale adjointe, avec pour mission de coordonner et diriger l'ensemble des travaux relatifs à l'évaluation mutuelle. À quelques jours du lancement de cette évaluation, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a tenu le 4 février une réunion avec toutes les parties prenantes. Djibouti doit continuer sa quête de devenir un hub financier régional. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État a appelé à se mobiliser de manière concertée et cohérente pour démontrer l'efficacité de notre dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme. Il n'est d'ailleurs pas utile que je rappelle ou que je mette l'accent sur la nécessité de la réussite de cette évaluation, qui revêt une grande importance pour notre pays, notamment dans les enjeux complexes liés au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme, la mise en œuvre efficace des recommandations du GAFI est essentiel pour renforcer notre cadre de lutte contre ces menaces et assurer la viabilité financière de notre pays. Pour démontrer son engagement, le gouvernement va aller plus loin dans la lutte contre ces menaces afin de limiter les risques de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en examinant 3 projets de loi en Conseil des ministres le 27 février dernier. Le premier projet de loi complète et modifie la loi de mai 2011 sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime et a donc pour objectif de renforcer le cadre juridique à la lutte contre le blanchiment de capitaux, de déterminer les mesures visant la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de faciliter les enquêtes, les poursuites et la coopération internationale y étant relative. Le deuxième projet vise à doter davantage notre pays d'un arsenal juridique spécifiquement adapté à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves, dans le respect des principes fondamentaux d'un État de droit. Enfin, un troisième projet qui permettra à notre pays de se conformer aux recommandations du GAFI et d'améliorer significativement le dispositif existant en la matière. Ces 3 lois viennent compléter le cadre légal en vigueur et renforcent les mesures de prévention et de sanctions. Autant de dispositions pour rester en phase avec les 40 recommandations du Gafimoun.
Dans le cadre de cette mission, l'équipe d'évaluation du GAFIMON s'est entretenue avec les acteurs impliqués des secteurs publics et privés pour s'informer sur l'efficacité des méthodes utilisées par ces derniers dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. De ce fait, les différents responsables des institutions concernées ont démontré les dispositions et moyens utilisés pour contrecarrer ces menaces. Avant la fin de la mission des experts, Djibouti s'est ainsi donné toutes les chances de réussir cette évaluation mutuelle. Ce qu'on peut retenir, c'est que les évaluateurs ont été surpris par le niveau d'engagement de Djibouti, par son niveau de réactivité et surtout par le fait que ce niveau d'engagement a été concrétisé pendant leur séjour, pendant les 2 jours où ils étaient là, par le changement complet du cadre légal et institutionnel de la République de Djibouti, puisque nous avons fait adopter en Conseil des ministres et fait voter hier 3 lois qui sont relatives au blanchiment notamment et à la lutte contre le terrorisme et qui ont été promulguées. Donc c'est déjà ce que les évaluateurs ou les gens qui sont venus évaluer la République de Djibouti ont tous allié un niveau de réactivité, un niveau d'engagement qu'ils n'ont probablement jamais vu auparavant. Après cette étape, nous avons une étape assez cruciale, c'est le face-à-face qui se tiendra en septembre de cette année 2024 et ça sera à Bahreïn. C'est une étape cruciale, ça sera l'étape où l'État de Djibouti pourra encore une fois revenir évidemment sur les recommandations qui nous ont été faites, mais aussi de déployer, comme l'a rappelé le procureur général, tout le cadre institutionnel et législatif dans sa phase efficacité. Ensuite, la République du Djibouti est invitée à la séance plénière qui se tiendra à Bahreïn au mois de novembre, le 8 novembre exactement. Et effectivement, ce sera l'occasion à nos politiques cette fois-ci. Ce ne sera plus l'étape des techniciens. Nous allons monter en puissance et donc c'est l'étape où notre État, avec on va dire une représentation politique, pourra se rendre devant le GAFI et démontrer les efforts fournis par notre République. Le rapport d'évaluation permettra à Djibouti d'identifier les domaines où son système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme doit être renforcé. Mais déjà, au fil des années, des avancées majeures ont été enregistrées. La tournée du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles dans les régions nord du pays, et ce dans le cadre de sa tournée de 2 jours dans les régions nord de notre pays. Au premier jour de sa visite de terrain, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Gadi, accompagné de son collègue, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, les hauts cadres de leur département ministériel se sont rendus hier vendredi dans la matinée à Moulhlé et ensuite au chef-lieu de la région de Bok. Première étape de la visite du site d'implantation du projet d'envergure de développement et de production de l'hydrogène vert à Moulhlé, eh bien les ministres Younis Ali Gadi et Qassim Haroun Ali se sont rendus d'abord à Moulhlé pour s'entretenir de l'état d'avancement du projet d'envergure de développement et de production d'hydrogène vert lancé dans cette localité il y a quelques mois de cela. Après un arrêt à Gorangar, situé sur la route menant vers Moulhlé, les 2 ministres et leur délégation ont mis à profit leur passage dans cette localité en visitant le site qui abritera la future centrale solaire photovoltaïque de 60 kWh qui sera implantée incessamment sous peu. La délégation a ensuite repris le chemin en menant vers Moulhlé. Dès leur arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis par le préfet de la région, Moussa Adan Migane, par les 2 parlementaires de la région, les députés Ali Ahmed Hassan et Kamil Ahmed Ahmed, par les autorités civiles et militaires, par une foule enthousiaste composée de sages, d'hommes, de femmes et de jeunes. Eh bien, les ministres se sont entretenus en premier lieu avec les représentants de la population. Au cours de leur discussion, ils ont exprimé les doléances et attentes de la part des autorités concernées.
Toujours dans le cadre de cette visite, le ministre a notamment tenu une réunion avec la population environnante. Pour sa part, le préfet de Bok a saisi cette occasion pour informer la population de Moulouhlé de la prise de fonction du nouveau sous-préfet récemment nommé. Il a indiqué que les aspirations de la population seront pleinement prises en compte par le gouvernement. Quant au ministre Kassim Haroun Ali, il nous a donc indiqué dans son intervention, nous nous trouvons aujourd'hui à Moulouhlé pour lancer un projet sous la supervision du ministre de l'Énergie. Ce projet revêt une importance stratégique pour notre pays. Ce projet aura également un impact positif sur le plan social, bénéficiant non seulement pour la population locale, mais celle de Bok aussi. Et il permettra d'apporter de l'électricité dans la région également. Il y aura des usines de dessalement de l'eau. L'eau assainie servira à l'usage domestique et agricole. En tant que personne qui a grandi dans cette région, je suis particulièrement conscient de l'importance de ce projet pour notre communauté. Le ministre a quant à lui informé les représentants de la population locale que le gouvernement apportera des réponses adéquates à leurs doléances. On écoute le ministre de l'Énergie. Avec un grand projet qui, nous espérons et nous souhaitons, Inch'Allah, va apporter beaucoup de khair et de développement dans la région de Bok, mais aussi à Moulouhlé. C'est un projet d'envergure énergétique avec de l'hydrogène que vous avez déjà vu et que nous avons déjà entamé, que les mâts et les radars ont été construits, que le projet a été lancé depuis début décembre à Moulouhlé. Nous avons commencé à collecter les données du vent et du solaire et pour une période de 2 ans qui suivront les projets d'envergure de 5 à 8 gigawatts de production d'hydrogène. D'hydrogène, parce que l'hydrogène aujourd'hui est l'énergie du futur. Et Djibouti veut aussi se positionner dans la production de cette énergie du futur. Et d'après les études qu'on a eues, la région du Nord, la région de Bok, a été spécialement choisie pour accueillir ces projets d'hydrogène. En plus, nous aurons aussi, pour la production de l'hydrogène, des usines de grande capacité de dessalement d'eau de mer, qui aussi va contribuer aussi, pour donner de l'eau potable à nos concitoyens de cette zone. Nous allons développer, bien entendu, l'agriculture, nous allons développer la pêche, nous allons développer le tourisme, et nous allons aussi développer l'écosystème et l'économie de toute cette région du Nord avec ces projets dans les années à venir. Enfin, nous sommes venus aujourd'hui aussi pour voir l'état d'avancement et du commencement de la phase étude du projet qui commence, et aussi discuter avec la population locale, discuter avec nos concitoyens, discuter de leur quotidien et de leurs problématiques pour pouvoir aussi solutionner du mieux qu'on peut pour les projets sociaux que ce projet d'envergure énergétique va apporter. Nous avons aujourd'hui le préfet de la région, les députés, le ministre de la décentralisation et moi-même. Donc nous voulons aujourd'hui vous écouter. Si vos doléances seront toujours les mêmes ou s'il y a des priorités, bien entendu, après, le gouvernement va faire ses priorités pour ces projets d'impact sociaux. En sport, cette fois, il y a la cérémonie d'ouverture des 13e Jeux d'Accra. Les délégations des 54 pays africains participant aux 13e Jeux, ainsi que les spectateurs qui y ont insufflé ce vendredi 8 mars à Accra. L'ouverture a été animée par des artistes ghanéens et africains, une cérémonie somptueuse, unanimement saluée par toutes les délégations. Lors de cette entame inaugurale, Djibouti n'a pas été en reste. La délégation constituée de sportifs et d'administrateurs vêtus de blanc ont défilé sous les vivas du public. L'honneur est revenu à Abdelkhader Ousmane, dernier champion national du 40 mètres du Sheraton, pour porter l'étendard national.
Après le somptueux défilé des 54 délégations, l'hymne de l'Union africaine a retenti. Ensuite, c'est l'hymne olympique, l'hymne national de la République du Ghana ont été entonnés. Puis le président de la Commission de l'Union africaine a prononcé un mot de bienvenue avant que le président ghanéen annonce l'ouverture des Jeux. Du jeu africain, de la 13e édition du jeu africain, qui regroupe 54 nations de l'Afrique, ainsi que 3598 jeunes athlètes. Notre pays participe au niveau de 4 activités qui regroupent la natation, le cyclisme, le judo et l'athlétisme, qui est une compétition phare dans notre pays. Tout d'abord, nous voulons remercier le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui est derrière tout ça, la politique de la jeunesse, la politique du sport, et qui mène à bien. Sans oublier notre secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, qui s'est déplacé ici pour voir l'état et la situation dont nous sommes été accueillis. Et on dit que merci beaucoup, Monsieur le ministre, on était bien accueillis, bien reçus. Et même au niveau des matériels, au niveau du financement, c'est notre ministère qui a pris en charge. Et pour cela, nous le remercions encore une deuxième fois. Les athlètes ici présents, ce sont des athlètes de l'équipe nationale de chaque discipline. Et nous l'espérons, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, de remporter des médailles. Et on voudrait que le peuple djiboutien nous soutienne et se mette à côté de nous. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a signé un mémorandum d'accord avec la société d'investissement de Hobyo du port and Free Zone, représentée par leur président, Mohamed Ali Ouarsama, selon ainsi un partenariat prometteur pour l'intégration régionale et l'avenir économique de la région. Cet accord marque un jalon significatif dans la réalisation des objectifs de développement et démontre la volonté collective de propulser la région vers de nouveaux sommets de croissance et de prospérité. Et la radio-télévision de Djibouti a organisé hier soir une soirée spéciale qui a regroupé les candidats qui se sont qualifiés pour le 8e de finale. Une soirée riche en animation. Cette soirée a, comme l'accoutumée, vu la participation d'un large public qui ont eu droit à de belles prestations que je vous propose de suivre. كحنا بتمكوك در لوبي وحميد الريل كوكوبي تاكي مغليو أنو نام مسكونا يتسولا كلاسي 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 Rappelons que cette initiative de la RTD pour découvrir les talents émergents de la chanson dans les langues locales a gagné en popularité après un large public d'âges différents. Eh bien, rappelons que la reprise de ce programme est fixée après la célébration de la Eid al-Fitr qui commence selon un calendrier de 4 semaines consécutives commençant le 18 avril et se terminant le 9 mai. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. 5 morts dans le largage d'aide humanitaire à Gaza. L'aide humanitaire arrive tant bien que mal à Gaza, insuffisante, au compte-gouttes et dans des conditions dramatiques. 5 personnes ont été tuées par des coulis largués par avion près du camp de réfugiés d'El Shati. Cet accident illustre le danger de livrer l'aide par voie aérienne et l'ONU insiste sur la nécessité de sécuriser les livraisons terrestres. Selon elle, seule l'aide acheminée par camion peut répondre à la catastrophe humanitaire à Gaza.
Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.